Notre invité aujourd'hui est Savage Crypto, qui est un spécialiste des airdrops et de la recherche de petites crypto-monnaies pépites avec un bon risque-rendement, mais qui sont forcément plus risquées que des market cap plus élevés. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire s'il y a une personne que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dans cette vidéo, on va explorer du coup les airdrops, savoir s'ils sont encore rentables et quels sont les airdrops à possiblement suivre. On parlera de son livre, La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. On essaiera aussi de voir ses pires erreurs et quel est son profil d'investisseur. Il nous donnera son avis sur le marché actuel en nous parlant des différents écosystèmes et narratifs qui suivent et en nous donnant même une pépite IA qu'il a découverte il y a quelques jours. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Savage Crypto. Salut Savage Crypto, bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Salut Jean-Baptiste. Ça va super bien, toi? Bon, écoute, tout va bien de mon côté aussi, hein. Donc, je pense qu'on va commencer de la manière classique. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots et de la façon dont tu le souhaites? Oui, en fait, on me connaît sous le nom de Savage Crypto. Je suis pas mal actif sur la plateforme X et je commence à l'être un peu plus sur YouTube. Donc, c'est les deux places pour me suivre. Et puis, je suis dans le marché des crypto-monnaies depuis le bear market de 2018. Donc, ça fait déjà plus de 6 ans. Donc, ouais, c'est ça. Dans les dernières années, je me suis concentré davantage sur les airdrops parce qu'il y avait énormément d'opportunités, des opportunités qui nous permettent de faire là, plusieurs milliers de dollars euh, grâce à toutes les opportunités que je voyais. Je suis dans ce secteur depuis quasiment les tout débuts des airdrops. Ça a commencé avec Uniswap en 2020, si je me rappelle bien, puis jusqu'à tout récemment. Euh, donc, dans les tout débuts, il y avait énormément d'opportunités. Les gens n'étaient pas encore ouverts à ce genre de nouvelles opportunités. Donc, j'ai pu faire énormément d'argent en étant tôt sur ce narratif. Et puis, en ce moment, bien, avec le marché qui reprend progressivement, je me concentre davantage sur la recherche de petites pépites pour rider le marché aussi. Ok, bah, très intéressant. Du coup, tu as fait en sorte de faire de l'argent en bear market, principalement avec les airdrops, pour avoir justement des fonds à mettre peut-être en bull run sur d'autres crypto-monnaies et pouvoir faire travailler tout ça. Exactement. Tu l'as très bien dit. En fait, c'est ça. Chasser les airdrops, c'est une activité de bear market. Je vois encore énormément de gens qui persistent à réussir, faire de l'argent, make it grâce au airdrop, mais avec plus que ça avance dans le temps, plus que c'est connu depuis Arbitrum, les gens se sont vraiment réveillés massivement face aux airdrops, puis ils ont réalisé qu'il y a vraiment de l'argent à faire avec ça. Il y a eu l'arrivée massive de bots pour farmer avec des milliers, des dizaines de milliers de wallets une opportunité. Donc, c'est en ce moment, selon moi, euh, c'est une activité qui fait que c'est plus tant lucratif. Il y a des opportunités underground qui resteront intéressantes selon moi. Mais là, on est dans un bull market. Comme j'ai dit, Formula Drop, c'est une activité de bear market pour accumuler du capital. Puis dans un bull market, bien, c'est le temps justement de profiter justement de, de la hype autour de certains narratifs qui vont bien performer comme l'AI. Je pense que ce n'est pas une cachette pour personne, mais il y a absolument rien de plus profitable en crypto-monnaie, mais absolument rien que de savoir rider un bull market avec les bonnes crypto-monnaies. C'est sur ça que je me concentre en ce moment.
Ok. Et maintenant, pour continuer un peu dans ta présentation, je voudrais faire un petit jeu, si ça te va, le jeu du tu préfères. Je vais te donner le choix entre deux options et après, tu devras me dire laquelle tu préfères. Il y aura des questions un peu plus dures que d'autres. Donc, si ça te va, on peut continuer comme ça pour te présenter de manière un peu plus originale. Super, bonne idée. Ok. Alors, on va commencer. Tu préfères vivre un an sans Internet ou sans faire de sport? Sans Internet, définitivement. Mhm. Puis la raison pour laquelle le choix est facile. Si je pouvais, j'arrêterais toutes mes activités sur Internet dès aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup trop connectés. Puis je pense que toi aussi, tu as ta chaîne YouTube, tu es actif sur, je dis souvent Twitter, mais pour moi, X, ça ne colle pas à moi, là, mais sur Twitter, fait que je suis pas mal sûr que toi aussi, ta réponse, ça serait d'arrêter tes activités sur Internet, là, justement pour avoir un peu plus de qualité de vie, puis vivre un peu plus dans le monde réel, là. C'est sûr, c'est sûr. Question facile. Ok. Deuxième question. Est-ce que tu es plus manger une poutine ou un kebab? Euh, Kebab. Ok. Poutine, je sais que ça vient du Québec. Euh, dans- J'essaie de bien manger en général. Je ne sais pas si un kebab, c'est nécessairement bon pour la santé, mais euh, ça me semblait le choix le plus santé. Ok. Autre question, tu préfères 100K maintenant ou 1 million dans 20 ans? 1000 $ aujourd'hui. Parce qu'on Ok. sait, 1000 $, 100 000 $, on est, le bull market est loin d'être terminé. Il y a possiblement possibilité de faire un x10, x20 un portefeuille si une personne est chanceuse, de capitaliser sur le prochain bear market. Donc, 100 000 aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus qu'un million dans plusieurs années, selon moi. Ok. Tu préfères 3 000 euros par mois dans un travail passion ou 10K par mois dans un travail, on va dire, un peu plus chiant? Oui, ça, c'est une bonne question. Euh, ouais. Pour l'avoir vécu, je pense que ça vaut plus la peine de faire de quoi qui est moins payant, mais qui te passionne, que de t'acharner à gagner ta vie dans un travail que tu n'aimes pas. Ok. Tu préfères recevoir tes salaires en stablecoin ou en bitcoin? Ça dépend du marché. Dans un bear market, en stablecoin, puis dans un bull market, je dirais en bitcoin. Ok. T'es plus Vitalik Buterin ou Gavin Wood? J'aime bien Vitalik, T'es plus Memcoin ou NFT? meme coin. T'es plus analyse technique ou analyse fondamentale? Fondamental. Et une dernière un peu plus dure, t'es plus Bitcoin ou ETH? Ethereum, 100%. Ok, bah voilà, on a fini du coup pour ces petites questions-là. Maintenant, on va revenir, même si tu en as un petit peu parlé, sur ta spécialité, les airdrops. Déjà, est-ce que tu pourrais définir pour les personnes qui ne le savent pas ce qu'est un airdrop? Oui, en fait, de façon simple, un airdrop, c'est des récompenses qui sont données gratuitement à des utilisateurs qui ont réussi à se positionner tôt sur un écosystème ou une application DeFi. Donc, c'est simplement pour les récompenser, puis c'est une méthode de faire du marketing pour que ça devienne viral sur les réseaux sociaux. Fait que ça, c'est pas mal ma définition de qu'est-ce qu'un airdrop. Puis, pour bénéficier d'un airdrop, c'est pas compliqué. En fait, il faut être à l'aise à utiliser les applications du monde décentralisé. Puis, par la suite, mais il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il faut juste se mettre dans la peau d'un utilisateur organique, comme un utilisateur qui a l'intention vraiment d'utiliser un écosystème, une application, puis
de l'utiliser de façon vraiment légitime, puis pas juste dans l'intention de récolter des récompenses au bout de la ligne. Fait, en se mettant dans la peau de quelqu'un qui vraiment l'utilise de façon organique, ben, potentiellement, ça vous donne des chances de vous positionner sur des éventuels airdrops en crypto-monnaie. Ok, et tu penses, même si tu as un petit peu répondu auparavant, est-ce que tu penses qu'il reste encore des bonnes opportunités, peut-être sur des écosystèmes qui sont encore un peu dans l'ombre en quelque sorte, par exemple sur Coinbase, qui pour l'instant n'a pas eu encore son moment de hype, ou sur justement des plus petits écosystèmes qui peuvent peut-être faire des airdrops par la suite? Oui, puis c'est ça, il y en aura toujours. En fait, en ce moment, comme je disais dans l'introduction, chasser les airdrops, c'est une activité de bear market. En tout cas, encore là, c'est une opinion. Il ne faut pas nécessairement prendre dans l'absolu tout ce que je dis. C'est toujours une question d'opinion. Selon moi, c'est une activité de bear market, mais pour d'autres personnes, peut-être que ben, c'est une activité autant de bear market que de bull market, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont limités en capital. Si tu n'as pas de capital, ben, tu ne peux pas vraiment comme profiter de la hausse d'un marché haussier. Fait que tu fais quoi pendant ce temps-là? Ben, tu continues peut-être à chasser des opportunités. Fait que, selon moi, c'est ça que je dis, c'est une activité de bear market. J'ai ramassé assez de capital pour que ça soit intéressant pour le bull market. La dernière opportunité que je crois beaucoup, là, puis pas juste parce qu'il y a un airdrop, mais pour en fait l'écosystème puis l'application qui construisent, là, c'est, je ne sais pas si tu connais Hyper Liquide. Si, j'en ai Ouais. entendu parler. OK. Ben, ça commence un peu plus à en parler, là. Mais ça, je suis vraiment. Je pense que on va être vraiment surpris. Puis c'est vraiment la dernière opportunité que je suis optimiste. Pas parce que je ne suis pas optimiste envers Coinbase. Coinbase va finir par avoir son token. Je ne vois pas pourquoi que Coinbase n'aura pas son token éventuellement. Il va sûrement l'avoir. C'est juste qu'il y a énormément d'utilisateurs. Puis, ben, tu sais, c'est pas compliqué, là. Quand tu as un gâteau qui est divisé par énorme, tu sais, comme plusieurs utilisateurs versus même si un plus petit gâteau, mais qui a beaucoup moins d'utilisateurs, mais parfois, ben, les récompenses sont plus intéressantes dans, dans des opportunités plus méconnues, là, mais hyper liquide. Je crois vraiment à l'écosystème. Ils ont réussi à faire une plateforme décentralisée qui est la plus utilisée en ce moment du monde décentralisé. Ils ont, en termes de volume généré de trading, ils approchent 30% du volume généré on-chain. Donc, en plus de tout battre leurs concurrents on-chain, ben, ils s'approchent du 50%, là, ce qui est quand même significatif. Puis, ils dépassent quand même plusieurs plateformes centralisées. Pas Binance, là, pas encore. Puis, ce sera peut-être pas cette année, là, mais plusieurs plateformes là, tiers 3. Là, fait que c'est vraiment un bel accomplissement. Puis, en plus de ça, ils ont l'intention de lancer leur Layer 1 probablement d'ici la fin de l'année. Une blockchain là, qui a la possibilité de faire là, 10 000 transactions secondes. C'est autant de monades. Monade, c'est beaucoup hypé, mais il y a des VC derrière. Puis je pense que les gens commencent à réaliser que les crypto-monnaies qui ont des VC, qui ont investi tôt dans leur projet, ben, qu'ultimement, ben, ces personnes-là se sentent comme de la liquidité de sortie. Fait que, les gens en ce moment sont des gens qui connaissent
le marché, les crypto-monnaies, puis qui commencent à comprendre. Puis c'est une des raisons pour laquelle qu'ils investissent dans les mini-coins, parce qu'ils sont tannés de se faire domper dessus. Fait qu'ils se disent, tant qu'à investir dans un projet qui semble avoir des bons fondamentaux, mais que cher de porte de sortie, ben, tant qu'à faire, je vais investir dans les mini-coins, que là, il n'y a pas de VC, tout a été relâché. Fait que ils voient qu'il y a plus de chances de réussir comme ça. Mais avec Hyperliquide, c'est ça, il n'y a pas de VC. Ils ont eu des offres, mais ils ont toujours refusé, justement, pour rester avec la vision faut que ça soit favorable pour la communauté, la décentralisation, donc de distribuer les futurs jetons qui vont être donnés aux participants de leur campagne. Fait que pour moi, la dernière, ça va finir en beauté, justement, le narratif des airdrops. Puis Hyperliquide, c'est l'opportunité, la dernière opportunité que je crois pour ce cycle aussi. Ok, bah, très intéressant. Ça, je suis plutôt d'accord avec toi sur les airdrops, que c'est plus une activité de bear market, parce que dès que tu commences à avoir la tendance dessus, tu as énormément de personnes, du coup, tu vas te retrouver à énormément de monde à partager le même gâteau, et du coup, tu auras moins. Et je pense aussi que ça dépend de la taille de portefeuille. Une personne qui a un petit portefeuille, elle peut peut-être continuer à les faire parce que quand tu as 1000 $, toucher 100 $, ça te fait plaisir. Mais c'est vrai que quand tu as un portefeuille à 100K ou 1 million, là, forcément, même faire les airdrops dans la globalité, ça vaut peut-être un peu moins le coup. Ouais. Ben, même 1000 $, comme tu dis, Jean-Baptiste, là, 1000 $, c'est énorme en crypto. Là. On sous-estime qu'est-ce que ça nous prend là, pour faire un montant significatif en plein bull run. Puis si tu as juste 1000, tu te dis, c'est juste 1000, ça vaut pas la peine. Mais avec 1000 $, là, dans l'ancien marché aussi, j'ai mis 50 $ dans une crypto-monnaie. J'ai fini le bull run avec ce 50-là, c'est transformé en 5000. Mais tu investis 1000 puis que tu as toute ta tête, parce que prendre du temps pour faire les airdrops, ça l'embrouille un peu l'esprit là, parce que tu deviens à faire comme plein de manœuvres on-chain, puis c'est demandant. Mais si à la place de faire les airdrops, puis tu as juste 1000, puis tu réussis justement à faire des bons rebalancements, tu peux faire un x20, un x50 là, à cette 1000 initiale-là. Je pense qu'il ne faut juste pas sous-estimer qu'est-ce que la puissance d'un bull market, parce que ça peut vraiment multiplier de façon significative un portefeuille. Là. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Là, je voulais qu'on passe sur une autre chose que tu as faite, à savoir ton livre, la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire de quoi il parlait de manière globale, nous dire les principaux points clés. Oui, en fait, il ne s'appelle pas la Bible pour rien. Dans la Bible, en fait, c'est vraiment un tour d'horizon sur tous les domaines de la crypto-monnaie. Puis, dans ce livre-là, on parle un peu de tout. Je parle de mes expériences, mes conseils, comment acheter. Puis, je présente, dans le fond, le corps du livre. Je présente les cinq méthodes d'analyse de marché en présentant l'analyse on-chain, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ça peut être autant sur des crypto-monnaies individuelles ou faire l'analyse d'une situation macroéconomique. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? L'analyse de cycle, parce qu'on sait, les crypto-monnaies, ça suit un cycle de 4 ans. Récemment, je parlais à un ami qui, lui, suit beaucoup les nouvelles macroéconomiques, puis il montrait justement une charte de liquidité, d'injection de liquidité mondiale, puis j'ai comme réalisé que l'injection de liquidité suivait aussi un cycle de 4 ans. Fait que je me disais, c'est drôle, l'injection de liquidité suit le cycle des cryptos.
Mais ça m'a comme ouvert l'esprit par rapport à ça. Dans le fond, je pense que c'est plutôt l'inverse. La liquidité, c'est ça qui drive le marché à risque des actions, des crypto-monnaies. C'est peut-être une coïncidence là, que les halvings se produisent là, aux 4 ans environ, là, mais ouais, c'est ça. La liquidité, c'est une des choses qui, euh, qui est vraiment importante à regarder. Puis en ce moment, on, on se dirige vers un territoire qui où est-ce qu'il va y avoir une injection de liquidité importante. Fait que ça laisse présager que ça va être bon pour les crypto-monnaies, pour les stocks. Puis, fait que les cycles, puis le cinquième élément que j'aborde dans le livre, c'est l'analyse de sentiments. À voir quand le marché est euphorique, ben, tout le monde dit d'acheter, donne des cibles vraiment irréalistes, ben, que c'est souvent un temps où est-ce qu'il faut se questionner puis d'avoir peur. D'où la citation de Warren Buffett qui dit d'avoir peur quand tout le monde est euphorique, puis d'acheter quand tout le monde pleure là, parce que leur crypto-monnaie saigne. Ok, ouais, c'est un peu ton carnet de route où tu as mis toutes tes connaissances pour, on va dire, aider une personne à bien connaître les bases et pouvoir investir sereinement, dirons-nous. Exact. Ok, et je voulais savoir pourquoi avoir écrit le livre, quel était l'objectif derrière ça ou la motivation qui t'a poussé à le faire? Ben, avant, je m'étais dit, bon, ça va être facile, écrire un livre. Puis j'ai comme réalisé en cours de route que finalement, c'est une des pires expériences de ma vie que j'ai eues. C'est extrêmement dur d'écrire un livre, mais dans la naïveté que j'avais avant, ben, je m'étais dit, ça va être rapide, ça va être facile. Tu sais, j'ai toutes les connaissances en moi, fait que ça devrait bien se faire. Puis c'était justement pour offrir un ouvrage pour aider les gens en crypto-monnaie. Puis euh, vraiment, tu sais, je pense qu'il y a plus de. On doit approcher les 10 000 ventes à peu près du livre. Puis euh, je te dirais en général, les commentaires sont assez unanimes, là, que ça l'a aidé beaucoup. Puis que plusieurs disent là, que ça l'a. Qu'ils pensent que ça va vraiment les aider à être profitables plus rapidement. Là, parce que justement, avec tous les conseils puis les leçons qu'on a appris. Parce que dans la vie, à un moment donné, on peut apprendre seul. En apprenant seul, ben, nécessairement, tu viens faire tes erreurs, tu apprends de tes erreurs. C'est pas tout le monde, là, mais quelqu'un d'intelligent tente d'apprendre de ses erreurs. Euh, Sauf que parfois, faire des erreurs, c'est que ça t'amène à perdre des opportunités. Euh, Quand que je parle d'opportunités, c'est peut-être manquer un bull run. Un bull run, ça dure 4 ans. Donc, manquer des opportunités, ben, faire des erreurs, ultimement, ça peut t'emmener à être profitable vraiment plus tard. Puis, on n'est pas obligé de tout le temps comme passer par justement le processus de faire des erreurs puis d'apprendre de nos erreurs. Euh, Quand on peut s'offrir des shortcuts dans la vie, surtout en matière crypto-monnaie, je pense que ça vaut la peine. Puis, parce qu'ultimement, 4 ans dans une vie, c'est beaucoup. Puis, aussi bien commencer à être profitable plus rapidement que de faire son parcours tout seul, puis d'être profitable là, dans un marché ou 2 marchés aussi plus tard. Fait que c'était pour aider les gens autant que possible. Ok, bah tu m'as fait une transition toute trouvée vers la prochaine question. Justement, moi je trouvais ça important d'essayer de gagner du temps et d'apprendre des personnes qui ont déjà fait des erreurs. Moi, c'est ce qui m'a permis de réussir mon premier bull run. C'est justement, je regardais énormément de vidéos et je me disais, mais tout le monde dit les mêmes choses, qu'il faut prendre des profits, qu'il faut comprendre ce que l'on fait. Donc c'est vrai que forcément, premier bull run, je n'ai pas pris assez de profits comme beaucoup de monde, mais j'en ai déjà pris pas mal et j'ai réussi à ressortir avec quand même des beaux multiples. Donc c'est vrai que je trouve que essayer d'apprendre des erreurs des autres, ça permet de gagner du temps plutôt que de les faire soi-même. Et du coup, je voulais savoir quelles ont été tes pires erreurs en tant qu'investisseur. Good. Mais juste avant de commencer, tu as été profitable dans ton premier bull run?
Oui, j'étais pro stade dans le premier, oui. Good, good job. La moyenne des gens, là, c'est le portrait là, typique là, que j'ai trouvé, là, c'est que dans un premier bull run, les gens vont se faire défoncer. Dans le deuxième bull run, les gens vont faire de l'argent, mais ils vont se faire défoncer. Puis dans le troisième bull run qu'ils vont vivre, ben là, c'est après tout ce temps-là que les gens vont se dire, OK, là, j'ai comme assez commis d'erreurs. J'ai commis des bons coups aussi, mais je vais faire attention sur les mauvais coups. Fait que ces gens-là vont réussir à faire des gains puis les garder. C'est un peu la tendance que j'ai vue, là, mais si tu as réussi à faire des profits dans ton premier bull run, j'imagine pas le deuxième. Là. Fait que, bravo. Ah ouais, en fait, c'est parce que j'avais entendu beaucoup de personnes qui disaient aussi, sur le premier, tu te fais défoncer, tu fais plein d'erreurs. Donc, je me suis dit, bon, si tout le monde dit ça, on va peut-être essayer de comprendre où ils font les erreurs. Et du coup, bon, j'ai vendu, entre guillemets, trop tôt, pas mal de crypto. Il y a pas mal de mes amis qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Là, c'est en train d'exploser. Bon, au final, je m'en suis mieux sorti qu'eux, même si c'était assez dur mentalement, des fois, de vendre une crypto qui refait x5 derrière. Mais bon, au moins, ça m'a permis de sortir profitable. Good job. Bravo. Pour répondre à ta question, tes prix-erreurs, ben, c'est, ben, en fait, c'est ça, il y en a plusieurs, là, mais d'avoir des attentes irréalistes, ça rejoint un peu ce que tu dis, là, mais toi, à l'inverse, t'avais des attentes quand même réalistes, tu sais, en vendant tôt, puis tu n'avais pas nécessairement des attentes irréalistes. Euh, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, surtout en moment d'euphorie, c'est là où est-ce que ça va être viral sur les réseaux sociaux. Tout le monde va dire c'est temps d'acheter. Une bonne partie de nouveaux arrivants vont acheter tout le temps le top, tout le temps comme ça, parce que quand c'est viral sur les réseaux sociaux, c'est souvent parce que le prix d'un actif performe bien. Euh, Puis malheureusement, après, ces gens-là vont le regretter. Mais dans ces moments-là, tout le monde dit que ça va toujours plus haut. Puis, tu sais, comme big time. Euh, Puis, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'avec toutes les émotions d'euphorie dans le marché, puis tout ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux, c'est que ces gens-là ne sont pas à l'écoute des signes de surchauffe de marché. Puis, ils prennent trop de risques trop tard dans un marché aussi. Puis, alors que ça devrait être un temps où tu devrais réduire ton exposition au risque. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ils se disent, ah ben, j'ai réalisé beaucoup de profits, je suis rendu à, dans un chiffre là, 100 000 de profits, à 250 000 pour faire un chiffron, un quart de million. Je retire tout, je suis satisfait avec ça, puis je vais réinvestir dans le prochain bear market. Ce qui arrive souvent, c'est que entre 100 000 à 250 000, il y a plus que x2. Mais quand tu es rendu dans un top de marché, faire un x2 à un actif, parfois, c'est beaucoup. Tu doubles la capitalisation d'un projet. Fait ce qui arrive, c'est que leurs targets ne sont jamais atteintes. À l'approche d'un marché baissier, dans les premiers signes de baisse, les gens se disent ah ben, ma crypto-monnaie, elle a baissé, je n'ai pas atteint ma cible, je vais attendre. Ça baisse encore, les gens se disent ça l'a trop baissé, je ne peux pas vendre. Ça baisse encore, ils se disent la même chose. Ils se disent ah non, ça peut plus aller plus bas, je vais garder. Mais dans un marché baissier, ben, je sais, les altcoins peuvent se faire défoncer de 90-99%. Fait qu'ils se disent encore, ben, je vais conserver. Fait que ces gens-là se retrouvent souvent à holder presque indéfiniment. Fait que ça a été mon erreur de mon premier marché haussier d'avoir conservé une crypto-monnaie trop longtemps, qui était beaucoup à profit, mais qui a fini à perte. Ah, c'est vrai que Un celle-là, je peu, l'ai fait. un Celle-là, peu je l'ai comme fait tes amis. aussi, hein.
forcément, sur ce qui me restait de crypto, il y en a, je les ai vendus je les ai revendus là pour faire de la réallocation, mais c'est vrai que je me suis aussi accroché à certaines. Mais c'est vrai que c'est assez vrai ce que tu as dit, le fait d'essayer. Moi, maintenant, c'est ce qui m'avait fait très mal à la tête, justement, quand je vendais tôt sur mon premier bull run. C'était tout ce bruit. Donc là, maintenant, dès que je vois qu'il se passe un gros truc, je prends l'information et après, je coupe Twitter parce que sinon, c'est un peu un enfer. Tu as envie de tout vendre quand c'est rouge et de tout acheter quand c'est vert. Donc là, j'essaye de le couper dans les phases d'euphorie ou de grosses peurs parce que c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Good. C'est une bonne habitude en passant, là, couper Twitter. C'était le premier à me dire qu'il fait ça. Ah bah ouais, parce que j'ai fait justement l'erreur de le laisser ouvert et ça te torture. Au bout de 2 semaines, tu es usé, tu te dis mais non, mais ça fait que descendre, qu'est-ce que je fais? Au moins là, tu coupes. Et aussi, autre petite astuce, de ne pas ouvrir son portefeuille trop souvent. Moi, j'essaie de regarder une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois parce que ça aussi, je le faisais tous les jours. Et t'es là, t'es trop content parce que tu as pris 10%, tu reviens 2 jours après, c'est perdu, tu deviens fou. Moi, j'ai réussi à ressortir en gain, mais le premier m'a fortement usé mentalement. Donc là, j'essaie de faire ça de manière un peu plus soft. Cool. Mais encore là, c'est la première personne, encore une fois, là, qui me propose ces solutions-là. Là. Justement, moi aussi, je suis dans cette perspective-là là, d'être exposé aux cryptos parce que on le sait. Là, on est là parce qu'on veut faire des gains. On ne se le cachera pas. On est là pour faire de l'argent. Mais cette volatilité-là, elle peut nous induire beaucoup de stress. Puis ben, c'est probablement pour ça là, que tu changes tes habitudes, là, comme tu le mentionnes, là, pour essayer de ne pas vivre toutes les émotions attachées à ça. Là. Mais c'est ça. Moi aussi, je m'étais fixé justement plusieurs solutions comme ça. J'ai supprimé CoinGecko, ça fait 2 ans de mon téléphone. Parce que sinon, au début, c'était terrible. Là. Quand tu investis dans une crypto-monnaie, puis comme jour après jour, apprend 20%, 50%, c'est super addictif là, à regarder. Là. J'ai supprimé CoinGecko, j'ai supprimé Twitter, j'ai supprimé l'application YouTube de mon téléphone. Fait qu'il n'y a plus rien de réseaux sociaux sur mon téléphone. Puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi récemment? Je me suis mis des limites de temps parce qu'il me reste Telegram sur mon téléphone. J'ai un peu menti, mais parce que j'ai mon groupe privé, puis c'est la seule raison pourquoi je garde Telegram. Mais sinon, je l'enlèverais. Mais je me suis mis une limite de temps. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Puis, j'essaie de regarder le moins souvent possible mon portefeuille comme toi. Après, moi, je me suis mis des alertes aussi, comme ça, s'il se passe vraiment un gros truc, je le vois. Mais voilà, je sais que sur TradingView, tu peux te mettre certaines alertes. Tu mets des alertes sur les supports, les résistances, et au moins, quand il se passe rien et que tu as du bruit, comme on voit en plus depuis 6 mois, c'est vrai que au moins tu restes un peu plus loin de ça. Et là, je vais arriver dans le bull market frais, donc je pourrais, on va dire, j'espère, prendre des meilleures décisions. Good. Félicitations. Ok, là je voulais passer sur une nouvelle partie, du coup, un peu parler de ton profil d'investisseur. Déjà, je voulais savoir si tu étais seulement un investisseur ou si tu faisais aussi un peu de trading. En fait, mon profil d'investisseur, j'ai j'ai différents portefeuilles. Moi, je suis plus quelqu'un sur du long terme. Parce que, justement, plus que ton horizon est court, plus que tu dois être investi dans le marché, plus que tu dois suivre les nouvelles, plus que tu dois suivre au niveau technique les chartes de prix. Puis, c'est pas un stress que je veux vivre. Je l'ai déjà fait. Puis, j'aime trop ma qualité de vie par rapport aux gains potentiels que je pourrais faire au crypto. Parce qu'ultimement, là, c'est un peu ça l'objectif de tout le monde, avoir une qualité de vie. Puis, ironiquement, tout le monde l'oublie, puis qui focus sur faire des gains. Faire des gains, pourquoi? Tu sais, c'est comme les gens ont plus de qualité de vie, ont plus de santé, veulent faire des gains. Avec de l'argent, qu'est-ce qu'ils veulent faire?
toujours plus de gains, mais leur santé déprécie, puis ils n'ont plus de qualité de vie parce qu'ils se couchent à des heures qui n'ont pas d'allure ou qui regardent leurs écrans juste tout le temps, ce qui fait que ça nuit à leur sommeil. Fait que, c'est un choix que j'ai fait personnellement parce que c'est ça, je veux prioriser ma qualité de vie, probablement comme toi. Puis j'ai plusieurs portefeuilles en crypto-monnaie. J'ai un portefeuille qui est plus long terme, avec principalement des compagnies minières. Je me dis, c'est comme investir dans le Bitcoin, mais avec un certain levier, là, parce que c'est plus volatile. Avec des compagnies minières, avec des ETF Ethereum. Mes portefeuilles décentralisés, je tente d'être plus degen et rechercher des pépites, donc aller chercher du rendement. Puis fait que c'est ça, plusieurs types de portefeuilles, mais avec une perspective plus long terme. Ok, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. De toute manière, la plupart des personnes qui arrivent, elles sont court terme de base. Hein. Je l'ai été aussi. Pendant 3 semaines, ça montait. Je pensais que j'étais un génie et en 2 jours, j'étais revenu à la somme initiale. Donc, je me suis dit, ok, on va essayer d'avoir un peu plus long terme et de jouer les cycles parce que bon, trader, ça demande d'être trader sur un court horizon. C'est vrai que ça demande d'être tout le temps sur les écrans. Et ça devient limite une drogue. Donc, c'est vrai que moi, j'ai essayé ça pendant un mois. Je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. J'ai dû gagner il devait rester $10 de gain sur plusieurs milliers à la fin. Donc, je me suis dit, un mois de travail pour $10. Bon, on va faire ça plus tranquillement. Ben, tu sais, comme tu es redevenu quasiment à break-even au final, mais au final, c'est pas vrai que tu es arrivé break-even. Tu sais, quand tu analyses justement tout le stress que tu as eu pendant ce mois-là, tu étais clairement, tu sais, comme déficitaire, là, comme tu te donnes le choix entre comme tu fais rien, mais tu n'as comme pas de stress pendant ce mois-là, ou pendant un mois, ben, tu vas rien faire, mais tu vas avoir comme des sales journées là, comme super émotives puis demandantes là, au niveau des émotions. Là. Ah bah, c'est sûr que $10 par mois, c'est pas très bien payé. Ouais. Du coup, je voulais savoir aussi une autre chose sur tes portefeuilles. Est-ce que tu es très diversifié avec énormément de cryptos? Et du coup, est-ce que tu arrives à les suivre? Ou alors, est-ce que tu te dis, il faut que j'ai un nombre de cryptos limité, peut-être une dizaine ou une quinzaine, pour justement pouvoir à peu près suivre ce qui se passe dessus? Parce que si on en a trop, des fois, on peut rater des news qui peuvent impacter le projet. OK. Tu viens de dire un peu ta position à toi là, en décrivant ta question. Là. En fait, si c'est vraiment ça, ta perspective, moi aussi, je suis un peu de cet avis-là d'avoir peu de crypto-monnaies. Il y a trop de gens qui font l'erreur d'avoir trop de crypto-monnaies. Pour moi, la simplicité, il n'y a absolument rien qui bat ça. Puis c'est souvent, tu sais, comme les meilleurs traders, c'est un peu ça qu'ils vont vous dire. Ayez un système simple. Pas besoin d'être comme parfait, parce que un système qui est complexe, ça va vous amener à faire de l'improvisation et à ne pas suivre vos règles. Alors que quand c'est simple, tu ne te poses pas de questions, il n'y a pas d'improvisation, puis tu vas dans la direction que tu veux aller. Fait que pour moi, c'est ça, la simplicité doit primer sur tout. C'est un peu une déformation professionnelle. Là. Je suis ingénieur, puis moi, dans ma vie, j'essaie de tout simplifier. Vraiment tout. Même même au point là, de simplifier qu'est-ce que je mange dans ma journée. Là. Mes déjeuners, c'est la même chose. Mes dîners, c'est la même chose. La seule chose que je customise un peu, c'est mes soupers. Justement, pour arrêter de me poser des questions. Bon, mais ce matin, qu'est-ce que je mange? Ce midi, encore, ça arrive vite, là, quasiment à 3-4 heures d'intervalle. Tu as toujours cette question-là qui revient. Puis, ultimement, ben,
de faire des bons choix, de nos jours, c'est difficile, tu sais, avec tous les restaurants qui existent, c'est super tentant quand tu n'es pas chez vous de, de manger à l'extérieur, puis quand tu manges à l'extérieur, ben, la grosse majorité du temps, tu ne manges pas bien. Fait que de se dire, c'est ça, tout est planifié pour justement que ce soit les meilleurs choix pour moi, puis que je mange le mieux possible. Mais sinon, pour revenir à la question, la simplicité avant tout. Euh, Personnellement, puis c'est un choix personnel, je ne dépasse pas 10 crypto-monnaies. Puis, mais je m'assure d'être informé le plus possible. Je connais les événements sur les roadmaps. Puis, quand que je quitte une crypto-monnaie, bien, je peux me permettre d'investir dans d'autres crypto-monnaies suite à ça. Mais ceux qui ont trop de crypto-monnaies, mon conseil, ben, c'est de faire du ménage. Puis en ce moment, c'est le temps. Le secteur de l'intelligence artificielle va très bien performer lors de ce cycle aussi. Si vous avez du ménage puis vous allouez de la liquidité, ben, regardez justement les crypto-monnaies de ce secteur-là. Puis avoir moins de crypto-monnaies, ben, ça va vous amener à faire probablement plus de profit que si vous tentez de gérer un portefeuille à 20, 30, 50. J'ai même un membre de mon groupe privé qui avait comme 100, au-dessus de 100 crypto-monnaies. Fait que là, j'ai dit, écoute, tu n'as pas le choix, là, prends le temps qu'il faut, là, mais prends-le là, puis fais du ménage, vends les crypto-monnaies que les trop vieilles crypto-monnaies, tu sais, les crypto-dinos là, qu'on appelle, vends les crypto-monnaies qui ne sont pas dans des bons narratifs, fais le ménage là, puis essaye justement là, que tes crypto-monnaies soient accessibles. Fait que, je crois beaucoup à la simplicité pour résumer, puis je pense que c'est dans l'intérêt de tous là, de ne pas trop en avoir. Ok, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Après, moi, j'ai un peu plus de crypto, je dois en avoir une vingtaine, mais c'est vrai que j'ai la gestion du risque qui va avec, c'est-à-dire que j'ai 80% dans peut-être 5-6 cryptos, et on va dire que les 20% restants, c'est pour faire joujou et avoir un peu plus de performance, mais s'il y en a une qui tombe à zéro, entre guillemets, c'est un petit peu moins grave. Donc voilà, on va dire que 80% du portefeuille, c'est quand même 5-6 cryptos, comme ça, c'est beaucoup plus facile à suivre. Mhm. Effectivement. Et je voulais savoir aussi, quand tu choisis un projet, est-ce que tu as, on va dire, 2 ou 3 red flags qui te font dire non, celui-là, jamais de la vie? Oui. Ben, en fait, il peut y en avoir plusieurs, là, mais principalement par rapport à la dette économique. Moi, ce que j'aime voir dans un projet, c'est quand que tous les jetons, ou au moins là, en haut de 90% des jetons sont en circulation. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être la porte de sortie des VC. Parce que des jetons qui ont des trop grosses inflations, c'est pas intéressant économiquement. Même s'il peut y avoir du hype là, sur les réseaux sociaux, un token peut quand même apprécier sur du court terme, même s'il y a une grosse inflation. Mais moi, c'est un gros red flag. Puis je tente autant que possible de trouver des crypto-monnaies qui sont toutes en circulation. C'est ce que je présente dans mon groupe, là. Je me concentre vraiment à trouver des crypto-monnaies qui ont une bonne tokenomique. Puis sinon, un autre red flag, ben, je dirais les équipes anonymes, mais avec un certain bémol, là. Avant, j'étais assez catégorique là-dessus, c'est-à-dire une équipe anonyme, pour moi, je n'investissais pas, mais aujourd'hui, je pense que c'est un droit, puis avec toutes les personnes il y a du monde fou là, sur les réseaux sociaux, puis je peux comprendre là, l'idée de rester anonyme. Fait que moi, quand je fais des analyses, ben, je le prends en considération qu'une équipe est anonyme, puis je leur donne comme moins de points parce que c'est anonyme, mais il faut juste comme voir si tous les autres éléments, si ça a le plus de poids que ce red flag-là.
Ok, ouais, moi mes principaux red flags, on va dire que c'est déjà, faut que le projet ait un Twitter, parce que enfin X maintenant, j'ai du mal avec ça, mais qu'un projet ait un X du coup, parce que je trouve que c'est là que c'est beaucoup quand même de la crypto, et après qu'il y ait pas un nombre d'abonnés dingue par rapport aux interactions. Après, je regarde aussi rapidement le site internet, c'est vrai que je me dis, s'ils arrivent même pas à faire un site internet potable, s'ils nous disent qu'ils veulent faire de la technologie derrière, c'est un peu compliqué. Et après, moi, il y a aussi un peu le côté équipe, mais c'est vrai que j'ai tendance à quand même aller sur des projets où l'équipe est connue parce que et aussi avec des personnes qui peuvent justement faire en sorte que le projet y aille. Après, je suis d'accord avec toi aussi que ça peut réussir avec des équipes non connues, mais souvent les arnaques viennent quand même d'équipes non connues. Donc, je préfère quand même rester loin de ça. Effectivement. Du coup, je voulais passer sur une autre question, avoir ton avis à peu près sur le marché. Bon, je pense que avoir compris que tu pensais qu'il allait avoir un bull run. Mais du coup, est-ce que tu penses que la phase qu'on a vue là, c'était que le début et que le meilleur est devant nous, ou qu'on a déjà eu une grosse partie du bull run qui est déjà passée? Tu vois, aujourd'hui, on est fin septembre. Il reste à peu près 1 an au marché haussier, selon moi. Pour toute personne qui croit au cycle de 4 ans, c'est ce que ça amène, à peu près là, à l'automne 2025. Donc, pour moi, on est toujours dans un marché haussier. Ça fait des semaines là, que jour après jour, je tente de faire des posts bullish sur le marché. Là, dernièrement, le marché redevient vert. Soit dit en passant, on est toujours dans une structure baissière, là, mais il y a un vent d'optimiste. Avec l'approche des élections, on sait que souvent, c'est toujours le marché est toujours bullish. Fait que mon avis, ben, c'est ça, on est à l'approche de la suite du marché haussier. Puis, selon moi, on n'a absolument rien vu sur les altcoins. Ça va être vraiment intéressant à partir du moment que la dominance là, du Bitcoin va terminer sa tendance à la hausse. En ce moment, c'est à peu près à 60% en faveur du Bitcoin. Fait que je m'attends à ce que ça drop jusqu'à 40%, puis entre 60 à 40%, ben, ça va donner là, des gains assez intéressants là, sur plusieurs altcoins. Ok, non, je suis plutôt d'accord avec toi sur la cyclicité. C'est vrai qu'en plus, il y a la baisse des taux, du coup, qui peut emmener, qui est toujours plutôt positive pour les actifs à risque. Tu as aussi l'élection US. Après, c'est vrai que si on a le mauvais candidat, entre guillemets, le candidat qui est un peu plus anti-crypto, ça peut peut-être un peu ralentir, mais je pense aussi que ça peut bien fonctionner sur les mois à venir. Et j'avais une petite question sur toi. Quels sont les écosystèmes que tu suis? Est-ce que tu vas plus être sur les basiques, c'est-à-dire peut-être Bitcoin, Ethereum, là où il y a le plus de DApp, de développeurs, de DeFi, ou est-ce que tu vas un peu plus sur des écosystèmes avec un peu plus de traction, comme par exemple Solana, qui a su créer pas mal de tendances avec tout ce qui était Memecoin et Airdrop? Euh, les écosystèmes. L'écosystème que j'attends avec impatience, c'est celui d'Hyperliquide. Hyperliquide n'a pas launché leur mainnet encore, ça va venir. Pourquoi? Parce que ils ont autant de TVL que SUI, mais en ce moment, tout le monde parle de SUI. Tu sais, ça l'a très bien performé dans les semaines passées, mais j'ai comme pas envie d'investir dans SUI justement pour pas comme me faire domper dessus. Parce que derrière SUI, ben, il y a des investisseurs qui ont acheté tôt. Hyper liquide, ce ne sera pas le cas. Fait que j'anticipe beaucoup hyper liquide. Sinon, je me tiens beaucoup sur l'écosystème Ethereum. Je trouve beaucoup de pépites là, super intéressantes là, ces temps-ci que je partage avec mon groupe là, dans l'écosystème Ethereum. Oui, c'est quand tu fais une transaction pour acheter, ben, des fois, ça coûte cher, là, surtout que là, avec l'engouement qui revient, le gaz a augmenté, là, fait que ça coûte plus cher, mais euh, c'est souvent là qui sont les pépites. C'est pas quand ils sont listés sur Binance puis tous les autres exchanges connus que
Tu sais, tu dis que on ne peut plus vraiment appeler ça une pépite, là. C'est quand ils ne sont pas listés sur les exchanges tiers 1. Donc, plus sur l'écosystème Ethereum pour moi en ce moment. Ok, tu aurais un ou deux noms à nous donner de petites crypto-pépites ou ça reste pour ton groupe? Ouais, je peux en donner une. Une des crypto-monnaies que j'ai achetées il y a quelques semaines, Neural AI, c'est, je ne sais pas si tu connais. Si, j'en ai pas trop acheté parce que j'étais déjà bien chargé niveau AI justement, mais oui, j'en ai entendu. Super. C'est une crypto-monnaie dans l'intelligence artificielle et le gaming, si on peut dire, indirectement. C'est comme un mid-journey pour la création d'images 3D. Donc, moi, personnellement, pour être un utilisateur là, assez récurrent là, de Midjourney, ChatGPT, parce que Chat crée des images aussi, mais en 2D, je peux comprendre le besoin d'avoir une solution qui permet de comme sauver du temps pour la création d'images 3D. Les images 3D, ben, on, on s'en sert pour le secteur des jeux en ligne. Quand tu crées un jeu, tu crées comme ta maquette avec tes objets 3D. Les films d'animation, il y a un besoin énorme. Puis, leur utilité est vraiment excellente selon moi. C'est un projet qui va aller dans les milliards selon moi. En ce moment, la capitalisation est aux alentours de 50 millions, plus ou moins, là, un petit peu plus en dessous. Pour moi, je pense que ça va beaucoup plus haut. Ce que j'aime, c'est que niveau tokenomique, tous les jetons sont en circulation. Donc, ça, j'aime vraiment voir ça, des projets qui sont fair play là-dessus. La team n'a pas été trop gourmande là, niveau allocation. Puis, il y a un mécanisme de burn. Donc, pour générer des images 3D, ça prend une allocation minimale de 1000 neurales. Donc, à 5 ça revient à un bag là, de 5000 pour pouvoir utiliser là, l'application pour générer des images 3D. Il y a deux bémols, par contre. L'équipe est anonyme, mais selon moi, tous les autres éléments dépassent vraiment largement cet fait-là. Quand je dis des autres éléments positifs, l'équipe sur Twitter est hyper active à donner les avancements. Fait que la communication est vraiment excellente. Il y a un engouement qui est grandissant sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une crypto-monnaie qui est beaucoup parlée, mais les gens en majorité qui parlent de Neural sont plus positifs que négatifs. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Il va y avoir le déploiement du mainnet au quatrième trimestre. C'est pas le mainnet. Il va y avoir, ouais, je pense que oui, l'intégration du mainnet au quatrième trimestre, puis ils vont déployer leur application dans des applications connues de jeux là, comme Stream, puis Blender et un autre là, que je ne me rappelle plus. Mais tout ça pour donner de la visibilité envers le projet. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment comme une belle pépite à avoir pour ce marché aussi-là, même si c'est sur le réseau Ethereum. L'autre inconvénient, bien, c'est juste, il faut être au fait qu'il y a une taxe de 4 à l'achat et à la vente. Mais quand vous savez ça, vous investissez en toute connaissance de cause, puis si vous investissez dans ce token-là, ben, vous dites que ben, ça peut offrir plus que, que justement le 4 que tu subis à l'achat et à la vente.
Ok, bah merci de nous avoir partagé ce petit projet. Et je voulais aussi qu'on revienne sur les narratifs qui, selon toi, allaient superformer dans le bull run. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait l'intelligence artificielle, mais du coup, est-ce que tu en as peut-être un ou deux autres qui, selon toi, vont exploser? Est-ce que tu penses que le marché a de la mémoire et du coup, il y aura peut-être un retour de tout ce qui est Depin et RWA, ou tu vas peut-être être un peu plus conservateur avec peut-être de la DeFi, avec l'arrivée des institutionnels qui pourraient chercher des rendements? Oui, ça peut être un secteur, là, la DeFi, surtout avec ce que Trump veut faire. En fait, le narratif qui a bien performé, c'est les meme coins. C'est pas compliqué, là. C'est le narratif qui a le mieux performé jusqu'à présent, plus que les AI. Je m'attends que les meme coins performent bien. L'intelligence artificielle, ce qui est particulier avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a eu plusieurs pumps de ce narratif-là. Puis je m'attends à ce qu'il y ait comme plusieurs phases où est-ce que l'AI risque de bien performer. Justement, avec souvent, qu'est-ce qui fait naître un narratif en crypto, mais c'est soit les nouvelles en crypto-monnaie ou les nouvelles qui arrivent du monde traditionnel. Fait que, tu sais, avec le déploiement d'une nouvelle version de ChatGPT, ben, on ne sait jamais quand ça peut arriver, mais ça peut comme redéployer le narratif là, de l'AI n'importe quand. Fait que c'est pour ça que je pense que l'AI risque de bien performer là, une bonne partie du cycle aussi. Mais sinon, le RWA, probablement, il faut juste faire attention aux crypto-monnaies là, qui ont des relâchements de tokens importants. Quand on pense RWA, on pense Ondo, mais Ondo, à partir du mois de janvier, c'est pas un token dans lequel j'investirais personnellement. Fait que, faut juste faire attention, savoir repérer les bonnes crypto-monnaies, c'est toujours le nerf de la guerre. Mais RWA, c'est sûr que ça va être une catégorie qui va être hypée. Sinon, DeFi, probablement. Puis, à part ça, certainement les L1, mais pas autant que l'intelligence artificielle. Ok, très clair. Là, du coup, on va arriver sur les deux dernières questions du format. Donc, la première, ce serait: quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie? Pas forcément d'un point de vue financier, d'un point de vue plus global. Euh, Meilleur conseil. Je sais, elle n'est pas facile. Souvent, les gens bloquent un peu sur celle-là. Euh, ouais, de faire ce qu'on aime. On se le fait dire souvent, là. Je pense que peu importe où est-ce qu'on habite dans le monde, on se fait souvent dire ah, c'est pas important, le travail que tu vas choisir, fais ce que tu aimes, puis l'argent va venir ou ça te dérangera pas de travailler pour avoir de l'argent. Euh, Fait que faire ce qu'on aime, puis apprécier ce qu'on a. Parce que en vie, je pense que c'est souvent le cas pour tout le monde, là. On apprécie ce qu'on n'a pas, mais puis quand on l'a, on ne l'apprécie pas plus. Mais il faut apprécier ce qu'on a, parce qu'on a tout de quoi qui vaut la peine d'être reconnaissant. Fait que c'est ça, d'apprécier vraiment ce qu'on a, puis de pas nécessairement comme toujours viser plus. Parce que plus, nécessairement, c'est pas nécessairement mieux. Ok. Bah, c'est vrai que Euh, ouais, t'allais dire. non, c'est vrai que le premier conseil de faire ce qu'on aime, il est pas mal ressorti, mais c'est vrai que de manière plus globale, parce que si on fait ce qu'on aime mais qu'on se retrouve dans la rue, c'est pas non plus ça. Mais c'est vrai qu'il y a deux personnes qui m'ont sorti le concept d'ikigai. Je sais pas si tu connais. Non? En fait, c'est un concept japonais qui vise à trouver le travail qui va le plus te convenir. Et donc, ça veut dire ça doit. En fait, tu vas faire différents cercles: le cercle de tes passions, le cercle de ça rapporte assez d'argent, le cercle de je fais du bien. Par exemple, je ne pollue pas énormément. Et en fait, ce qu'il y a au centre de tous ces cercles-là, c'est ton ikigai. C'est ce qui te définit et ce qui fait qui va te faire kiffer dans ta vie. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient donné ça. Du coup, le fait de
aimer ce que tu fais, mais que ça te rapporte quand même assez d'argent pour vivre suffisamment. Et si tu aimes bien les voyages à côté, que tu puisses aussi, par exemple, voyager, faire vivre bien ta famille. Et en même temps, avec ce côté, je fais aussi du bien autour de moi. Je ne suis pas dans une minière, par exemple, de pétrole qui est en train de défoncer la planète. Voilà, le côté un peu plus global. D'avoir un travail qui est aligné avec ta mission de vie, en fait. Là. Voilà, c'est ça. Ouais, totalement. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est un bon conseil, mais c'est ça, de savoir apprécier les petites choses, c'est souvent underrated selon moi. Là. Les expériences, c'est bien. Une autre chose que j'ai appris. Mais souvent d'expérience, plus tu vis d'expérience, plus que tu veux, plus tu as un regard critique par la suite. Fait qu'il faut savoir comme apprécier quand même comme ta vie normale après avoir vécu une expérience. Là. C'est comme j'ai fait un voyage, je ne bois pas beaucoup dans la vie, là, occasionnellement, mais j'ai fait un voyage de 4 mois en Argentine. Puis là-bas, j'ai bu vraiment des très bons vins. Là. Mais quand je suis revenu ici, je n'étais plus capable de boire les vins que je buvais. Parce que, avant, je disais, 10 $, 15 $, c'est une bonne bouteille. C'est un prix raisonnable pour dépenser sur une bouteille de vin. Puis quand tu ne vis pas des expériences, tu ne le sais pas. Là, pour toi, quand c'est bon, c'est bon. Mais quand tu vis une expérience comme meilleure ailleurs, ben, ça monte ton standard. Puis, en tout cas, après, c'est comme dur de revenir sur les anciennes habitudes. Là. Mais, ouais, c'est ça. C'est bon de vivre des expériences, mais il faut aussi, genre, apprécier. Puis, pas nécessairement toujours s'attendre à l'excellence. Ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai vécu exactement la même expérience. En fait, j'ai fait un tour d'Asie de 7 mois et Oh. vraiment de manière très intense. Je voulais tout voir, tout faire. Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois et demi, je me suis rendu compte que j'allais dans des endroits, j'étais là, ouais, j'ai vu mieux, ouais, pas terrible. Alors que j'étais au soleil, au bord de la plage, tout le monde était en train de travailler avec la pluie sur la tête. Et là, je me suis dit, OK, on va mettre un coup de foin, on va ralentir, et on va essayer de plus kiffer. Et du coup, bon, il y a eu 2-3 semaines où je me disais, où j'étais blasé, et après, je suis revenu bien. Mais oui, essayer de profiter de ce qu'on a et de pas juste vouloir faire des expériences pour un peu cocher des cases. C'est vrai que c'est un bon conseil. Parce qu'après ça, c'est dur là, de battre, là, mettons, toute ton expérience que tu as eue en Asie. Là, j'imagine qu'il doit y avoir des plages de malades, puis tu as sûrement très bien mangé là-bas, à peu de coûts, probablement, parce que le coût de la vie est plus faible qu'en France ou n'importe où. Mais c'est un peu le problème avec les réseaux sociaux, d'avoir comme toujours un rush là, de dopamine, de toujours avoir le besoin de vivre plus vite, plus intensément. Mais ultimement, c'est pas ça qui rend heureux. Puis ultimement, même à l'inverse, c'est ça qui déprécie chaque expérience que tu as après parce que tu es comme blasé de tout, parce que tu te dis, j'ai vécu le summum, puis tout ce qui va venir après, c'est comme insignifiant. Là. Ok, du coup, on va arriver sur la dernière question du format. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur ma chaîne et pourquoi ce choix? Une personne que j'aimerais voir sur ta chaîne, j'ai vu que t'as invité quand même plusieurs personnalités là, sur ta chaîne là, déjà. J'ai vu Chantal Lagne dernièrement. En fait, ce que j'aimerais voir, c'est peut-être une personnalité connue, peu connue, peu importe, qui se spécialise sur le trading pour avoir l'objectif, avoir l'avis là, de quelqu'un là, qui vit sa vie là, du trading, puis avoir son avis sur le marché des crypto-monnaies. Justement, pour apprendre d'autres choses que je ne connais pas nécessairement. Euh, c'est ça. Entendre toujours des choses dans lesquelles tu baignes à tous les jours, ça devient un peu redondant, là, mais quelqu'un qui se spécialise sur le trading,
Ça m'intéresserait, c'est sûr. Ok, bah, je vais essayer de trouver des personnes. Il y a déjà eu Crypto Edge qui, du coup, est trader aussi, qui est passé sur la chaîne, mais j'essaierai d'en trouver un autre, je regarderai ça. Super. Ok, bah du coup, là, on arrive sur la fin du format, donc merci à toi. Ça a été vraiment une super interview. Je trouve qu'on a bien échangé, c'était assez fluide. Donc voilà, merci d'être venu sur la chaîne. Ben, merci de l'invitation. Puis, écoute, on se reparlera pour que je t'invite sur ma chaîne là, d'ici la fin du marché aussi, certainement. Avec plaisir. Salut, à bientôt. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dans cette vidéo, on a donc eu une interview de Savage Crypto qui nous a donné son avis sur les airdrops. Il nous a dit que pour lui, les airdrops étaient plus une activité de bear market qui permettait justement d'accumuler des liquidités pour pouvoir les injecter et profiter un maximum du bull market. On a ensuite parlé de ses pires erreurs d'investissement qui permettent justement d'apprendre. Et donc, c'est des fois bien d'écouter les personnes qui ont déjà vécu un marché haussier pour éviter de faire des erreurs et gagner du temps. Il pense qu'un bull run va venir et que le principal narratif sera l'intelligence artificielle. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.